Être un homme, un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 5, le bannissement de Fulvio. Fulvio est né au sein de la communauté des témoins de Jéhovah. Il y a 3 ans, il s'est révélé homosexuel et a été banni par sa famille. Ses parents, ses frères et sœurs ne lui adressent plus la parole et changent même de trottoir quand ils le croisent. Mais alors, comment surmonter l'exclusion familiale pour prendre sa vie en main et passer à l'action ? Fulvio a 35 ans et il se définit aujourd'hui comme gay. Il est viril et bien charpenté avec une puissante ossature. Ses cheveux sont de couleur poivre et sel. Être un homme, Michel-Ange Vinti. Alors, ma famille, donc c'était parents émigrés d'Italie qui sont venus en Belgique pour le travail. Mon père a rencontré ma mère. Mon père il avait 30 ans quand il a rencontré ma mère. Ma mère en avait 22. Ils se sont mariés très vite, après 6 mois. Et ils se sont connus dans un contexte religieux. Ils étaient témoins de Jéhovah. Et ils se sont rencontrés dans une convention, donc des témoins de Jéhovah, ces assemblées, comme ils appellent ça, annuelles. Après quoi, donc, 8 enfants ont suivi. 4 filles, 4 garçons. Donc, voilà, donc les plus grands ont aidé les plus petits. Moi, je suis le 7e de la fratrie. Et j'ai encore une petite sœur. Donc j'ai vécu dans un contexte qui était assez agréable au niveau familial, dans la mesure où on était très proches de mes frères et sœurs, vu que c'est eux un peu qui prenaient le relais des parents. Hein. C'est ça qui se passe quand on est dans une grande famille. Donc j'ai été élevé dans une famille qui était très religieuse et avec les valeurs donc de la Bible, hein, les valeurs chrétiennes. Et donc cet aussi aspect d'interprétation très littéraire de la Bible. Ben voilà, ça m'a forgé une certaine personnalité, un certain caractère tout au long de mon éducation. L'idée de Dieu, l'idée d'un être tout-puissant, suprême, à qui on doit dédier sa vie, cette idée d'abnégation, donc de sacrifice. C'est Dieu avant tout, Jéhovah avant tout, avant la famille, avant l'époux, avant les enfants. C'est d'abord la révérence à Dieu, la loyauté à Dieu. Dans le contexte dans lequel j'ai grandi, donc c'était tout le temps une remise en question face à Dieu. C'était même pas face aux parents. C'était quand j'étais à l'école, je me souviens, quand j'étais plus petit ou autre chose, c'était qu'est-ce que Jéhovah va dire, qu'est-ce que Jéhovah va penser, si je triche, oui, si je regarde un garçon avec un peu trop de passion. C'est des choses voilà qui étaient bien impensables, parce que sinon j'allais faire de la peine à Jéhovah. Et c'est cette crainte révérentielle, comme ils appellent ça. Tout ça pour rendre gloire à Dieu, le rendre heureux, et le rendre heureux me rend heureux, car on a tiré sa bénédiction, et on peut passer bien ce que les témoins de Jéhovah appellent Armageddon. Donc c'est la fin de ce système méchant, dominé par le diable. Et seuls les élus par Dieu, ceux qui ont mené une vie d'abnégation, de droiture, de dévotion, peuvent être sauvés à Armageddon et entrer dans le nouveau monde que Dieu allait établir. Donc j'ai vraiment grandi dans cette idée-là de toujours se remettre en question, de se culpabiliser quand on avait l'envie de faire autre chose que ce que la Bible décrivait et de vouloir fréquenter d'autres personnes que les témoins de Jéhovah. C'était assez troublant. Et comment tu te construis en tant que jeune adulte ou adulte en tant qu'homosexuel et témoin de Jéhovah ? Et on n'y pense pas. Enfin, même si on sait qu'on l'est, on refuse de l'admettre. On se trouve des excuses du style vu que j'ai jamais couché, vu que les témoins de Jéhovah ne couchent pas avant le mariage, je ne suis pas homosexuel vu que je n'ai pas couché avec des hommes. Donc même si je pense à un homme ou que j'éprouve de l'émoi quand je le vois nu, du fait que je ne couche pas avec lui, je ne suis pas impur. Donc Dieu ne me rejette pas.
Donc, ce n'est pas tant les homosexuels qui sont visés par les témoins de Jéhovah, c'est vraiment l'homosexualité. Enfin, c'est ce que eux disent. Donc, on grandit dans cet aspect-là, dans le sens où on pense qu'ils ne nous détestent pas, mais qu'ils détestent l'homosexualité. Donc c'est vraiment, il y a un caractère manipulateur derrière, de se dire, ah non, c'est pas l'être humain qu'on vit, c'est la conduite. Ben, c'est de la connerie, parce que tout compte fait, l'homosexualité, c'est l'homosexuel. Donc c'est dire rejeter l'homosexualité pour ne pas avouer qu'on est homophobe, tout simplement. Donc oui, c'est très difficile de grandir dans un contexte familial ou dans une fratrie italienne en plus, donc avec un père très présent, très macho, une mère qui est très dévouée à la maison, 7 frères et sœurs qui t'entourent, qui font attention à tes moindres gestes, faits et gestes. Mais je avais une certaine liberté malgré tout, mais voilà, il fallait quand même rendre des comptes non pas seulement aux parents, mais aux frères et sœurs. C'est assez marrant, mais parce que ça nous forge aussi en même temps, hein, parce que ça nous forge, et ça nous prépare à la vie, hein. Bien que j'ai toujours su que j'aimais les hommes, mais je vivais dans le déni, je voulais surtout ne pas y penser. Donc, comment on fait? On s'occupe. On s'occupe en travaillant durement, en allant prêcher, hein, comme les témoins de Jéhovah font, donc du porte-à-porte, ou s'impliquer dans une activité spirituelle qui nous empêche en fait de penser de façon malsaine. Et donc, ça a été tout un parcours en fait pour faire mon coming out, parce que à l'âge de 22 ans, mon grand frère, lui, fait ce coming out contre toute attente. Le fait qu'il fasse ce coming out, ça voulait dire qu'on allait le bannir, l'excommunier, comme on dit. Et donc l'excommunication, que ça veut dire que la communauté des témoins de Jéhovah, dont ta famille qui est témoin de Jéhovah, ne peut plus t'adresser la parole. Du jour au lendemain, une personne que tu aimes, tu ne peux plus la voir. Tu ne peux plus lui adresser la parole. Tu le vois dans la rue, tu dois changer de route, changer de trottoir, éviter un maximum de contact. C'est ce qui s'est passé avec ton frère? Bien sûr. Et moi, lâchement, j'avais 20 ans, donc j'étais jeune, mais lâchement, je n'ai pas eu le courage à ce moment-là de faire front et d'aider mon frère. Mais comme je te disais, vu que j'étais homo, mais que je n'y pensais pas et que je ne voulais pas me l'avouer, bien pour moi, j'étais dans la fougue du combat. De se dire, voilà, je combats. Donc si moi je combats, Max, toi tu peux aussi. Max, c'est mon frère. Et voilà, et même moi j'ai tenu des discours, non pas homophobes, mais des discours à mon frère en lui disant, Max, tu peux t'en sortir, prie Dieu, combat, il te donnera la force. Vraiment, de façon très sincère. Donc c'est fou, hein, donc de rejeter mon propre frère pour avoir eu le courage de faire ce que moi j'aurais dû faire aussi. Et donc, mais enfin, ça, après, ça m'a projeté sur ce qui allait m'arriver. Voilà, j'ai vu, après le départ de mon frère, mes parents qui adoraient mon frère. Parce qu'ils adorent leurs enfants, ils m'aiment aussi, hein, dépérir. Ma mère, voilà, elle a vieilli énormément, mon père aussi. Ça a même été un autre homme après. Beaucoup moins intransigeant, plus affectueux. Mais en tout cas, oui, ça m'a ébranlé parce que j'ai vu non seulement la peine de ne plus voir mon frère, mais la peine aussi que le départ de mon frère avait affligé à mes parents, quoi. Donc c'était dur, surtout pour un enfant, parce que j'étais un gosse, hein, c'est 22 ans, t'es jeune, quoi. Donc de voir ta mère pleurer non-stop, mon père qui allait se cacher dans le garage pour pleurer, cet homme de la ferme italienne du Frioul des années 40, une base, tu vois, voilà, c'est pleurer à 65 ans parce que son fils est parti, quoi. Donc c'était horrible pour moi de voir ses parents souffrir. Et vu que je suis d'une âme généreuse, je ne voulais pas faire souffrir mes parents. Et je me dis, comme ils sont en train de dépérir à ce moment-là, si moi je fais la même chose, je vais les tuer. Et j'ai vécu... Ah oui, bien sûr. Donc ça t'a culpabilisé encore plus. Bien sûr. Ça m'a pas fait du bien le départ de mon frère. Ça m'a justement incité à rester auprès de mes parents et à me sacrifier d'autant plus. Parce que je ne voulais pas les tuer. J'étais convaincu que faire mon coming out après celui de mon frère allait tuer mes parents. Studio Balado,
Être un homme. J'ai vraiment pendant quelques années encore vécu dans ce traumatisme de se dire je dois pas tuer papa-maman parce que faire mon coming out va les achever. J'ai vraiment pensé comme ça. C'est vraiment ça. Donc j'ai continué à vivre en me sacrifiant, en mettant de côté, en pensant d'abord à mes parents, en pensant à leur bonheur avant le mien. Donc j'étais malheureux, hein, tu vois. Mais après, bon, heureusement, je me suis toujours bien entouré de gens. Donc c'est vrai que je sortais avec mes potes, etc. Donc je m'amusais. Mais ça m'a amené à faire des graves erreurs, autres erreurs. Économiques, parce que j'avais des achats compulsifs pour essayer de combler ce manque, hein, parce que c'est une autoflagellation, c'est une autodestruction qui... Mais tu étais abstinent, alors. Il se passait rien. Rien. Moi, je suis resté vierge jusqu'à l'âge de 27 ans. Jamais connu d'homme, encore moins des filles. Et non, rien du tout, rien. À 27 ans, là, j'ai commencé, mais j'étais toujours témoin de Jéhovah, mais je faisais derrière. Et c'est là que, bon, tout a commencé, hein. Parce que je me suis rendu compte que le sexe était bon, au final. Je me suis dit, waouh, c'est génial, en fait. Et donc, c'était le début, d'une sans fin. Et c'est là que j'ai réalisé, voilà, c'est pour ça que je voulais te dire ça, que c'était mauvais ce qu'on nous enseignait. Et je comprenais pourquoi il y avait autant de frustration et de frustrés chez les témoins de Jéhovah. Parce que c'est juste inhumain d'imposer à quelqu'un d'attendre le mariage pour avoir de la sexualité, pour connaître la sexualité. C'est même très malsain. Donc je voyais leur couple et je voyais moi le célibataire qui faisait mes plans cul, hein, parlons clairement, mais qui était hyper heureux et qu'eux ils étaient hyper frustrés. Je me suis dit tiens, l'enseignement qu'on donne n'est pas bon, parce que je vois l'enseignement que eux ils mettent en pratique, il est horrible, leur vie est juste moche. Et moi qui vais à l'encontre de tous les dogmes, hein, religieux, eh bien en fait je me sens libre. Et cette liberté a commencé, voilà, c'était pour moi le début de l'émancipation. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Donc bon, je me limitais par contre à des plans cul, parce que j'étais comme de la crainte d'être observé ou de rencontrer par hasard, alors que j'étais en compagnie de gays ou de la gay street, ou voilà, dans un bar gay, de rencontrer par hasard un témoin de Jéhovah. Donc allez, je m'interdisais de sortir. Je n'ai jamais connu les bars gays à Liège, jamais. Donc je sortais sur Bruxelles, mais malgré tout, j'étais cette crainte-là. Et donc, voilà, vu que je suis quelqu'un de très sociable, je me suis retrouvé à connaître des gens, homosexuels aussi, avec qui on s'est liés d'amitié. Et eux me voyaient toujours stressé. Et moi, je voyais dans le regard un peu de la pitié, quoi. Parce qu'ils se disaient, pauvre gars, il est là, au lieu de profiter du moment, il est en train encore de penser à qui va me voir. Et donc, c'était juste invivable pour moi. Ça a duré comme quelques temps, hein. Mais jusqu'au moment où je me suis dit, mais c'est plus possible. Il faut que t'arrêtes. Il faut que t'arrêtes de penser comme cela. Il faut que tu commences à vivre. Vis ta vie. Je voulais une vie de couple aussi, parce que c'est dans l'idée, le couple est l'image avec laquelle j'ai grandi, hein. Mes parents, mes frères et sœurs qui sont mariés, mon frère qui était gay qui s'était marié aussi. Je pense que c'est aussi la religion qui a poussé mon frère Massimo à se marier, ce schéma religieux, hein, qui rend sacré et saint le mariage. Pour toi aussi. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Je voulais ça aussi, mais je me suis dit, mais je ne pourrais jamais l'avoir si je suis caché. Parce qu'une personne ne m'acceptera jamais avec ma paranoïa. C'était pas possible. Donc je comprenais. Et là, je me suis vraiment mis à la place d'un potentiel partenaire. Je me suis dit, je ne peux pas lui infliger ça. Je ne peux pas. Et donc, voilà, donc ça me trottait vraiment à l'esprit. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir reprendre contact avec mon frère. Je vais chez lui, je rencontre son mari. Il me reçoit comme si on ne s'était jamais quitté. Jamais quitté. J'ai retrouvé mon frère. Et là, je lui dis, Max, je suis homosexuel. Et là, il me regarde et fait, oh, y est donc. J'y ai donc, je ne sais pas quoi faire. Et il fallait que je te voie, parce qu'il fallait que j'observe par moi-même que tu es un gars heureux.
et je le vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant toute cette période-là? Je continue à voir mon frère. Ma famille apprend que je vois mon frère Massimo parce que avant de faire mon coming out, enfin, mes parents savaient que j'étais homosexuel parce que ma mère pour faire un petit flashback, ma mère me cassait les pieds. C'est quand que tu te maries? C'est quand que tu te maries? C'est quand que tu te maries? Et je lui dis à un moment donné, t'as pas compris encore que j'aime pas les femmes, donc fous-moi la paix. Ah, mais c'est pas grave, alors lutte, elle me disait. Je t'embête plus avec ça. Donc voilà. Donc, ils savaient que j'étais homosexuel. Mais donc, le fait que je vois mon frère, pour eux, c'était, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Fulvio revoit Massimo. C'est peut-être le début de la fin pour Fulvio aussi. Je pensais. Et donc, ils m'ont, pendant tout un temps, essayé de me convaincre à ne plus voir mon frère. Mais il était hors de question. Je l'avais abandonné une fois. Et je m'étais dit, même si je restais chez les témoins de Jéhovah, je continue à mener cette double vie, parce que mon choix n'était pas encore fait. Jamais j'abandonnerai mon frère. Donc, je continue à voir mon frère, etc. Je continue à grandir dans le fait d'assumer mon homosexualité, d'être fier. Donc, je commençais à devenir fier d'être homosexuel, tu vois. Ce que je n'étais surtout pas avant. Hein. Je pleurais énormément. Tu sais, il y a des fois que je me retrouvais, je pleurais. Je tombais souvent malade. Ouais. Psychosomatique. C'était des angines sur angine. Il y a une fois, une angine, elle m'a duré 1 mois et demi, une angine blanche. Et le médecin m'a dit, Fulvio, il y a quelque chose qui ne va pas. On va te faire une analyse de sang. On pensait même que c'était un cancer. Oui, parce que c'était pas normal que l'infection ne parte pas. L'analyse de sang, parfaite. Et là, mon médecin il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, je peux pas vous le dire. Elle dit, tu dois me dire ce qui se passe. Alors je dis, je suis homosexuel. Et j'ai dit, et voilà, je me rends compte que j'ai envie de partir de la religion des témoins de Jéhovah, mais je n'ai pas encore ce courage-là, cette force-là. Et mon médecin me dit, Fulvio, tu dois partir. Pars. C'est pour ta vie. C'est pour ton bien. C'est pour ta santé ici, mentale comme physiologique. Tu vois dans quel état tu es à cause de cela. Je suis parti en Espagne, en vacances avec les témoins de Jéhovah, ok, devant ma petite sœur Ronella et des amis de témoins de Jéhovah, vraiment à qui j'étais très proche. Et là, je rencontre quelqu'un, mais de qui je tombe amoureux. C'était fusionnel. Mais c'était une fusion, mais c'était... J'avais jamais vu que j'avais énormément de plans cul avant ça, mais toujours d'un soir, hein, donc je me permettais pas l'amour. Là, j'étais vraiment en train de tomber amoureux. Mais quand tu tombes amoureux, tu changes. T'es plus là. Et donc mes amis voyaient qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'étais plus le même Fulvio. J'étais plus là, mais je pensais toujours au mec. Borja, il s'appelait, cet espagnol, qui était magnifique. Jusqu'au moment où l'espagnol, parce que c'était vraiment très intense, me dit, écoute, je veux que tu viennes vivre à Madrid avec moi. Je veux tenter l'aventure avec toi. Et moi, je dis, mais comment je vais faire pour dire à ma famille que je pars à Madrid? Chez un mec. Pendant que j'étais là-bas, je cherchais un appartement. Mais ma petite sœur était avec moi, ma petite sœur qui était dans tous ses états. Parce qu'elle voyait bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle disait, Fulvio, reste ici. Ma petite sœur avec qui j'étais très proche, en plus. C'est qu'il y a quelque chose à Guy-sous-Roche. Il a rencontré quelqu'un. Bon, à la base, elle pensait que c'était une fille. Puis, elle était voir dans mon téléphone. Parce que bon, elle avait mes accès, parce que je faisais pas attention quand je faisais mon code comme ça, sans douter que ma petite sœur pouvait aller lire mon WhatsApp. Et là, ma petite sœur qui est parfaite, bilingue, espagnole, comprend avec mon petit espagnol, allez, parce que moi je le suis pas du tout bilingue, mais donc j'essaie de parler italien-espagnol, et je disais au gars que je l'aimais, que j'attendais qu'une chose, c'était de le rejoindre, et que, voilà, de le rejoindre au soir, et que j'étais heureux d'aller vivre avec lui à Madrid. Donc, ma sœur commence à lire toutes les conversations. Mais moi, après avoir découvert que ma petite sœur avait été dans mon téléphone, qui avait lu mes mails, j'ai pris ça comme une violation de ma vie privée. Et j'ai pas accepté. Parce que tu peux être contraire à mes choix, mais tu n'as pas à les fouiller. Et ça, pour moi, ça a été vraiment, mais je te le jure, je me suis senti violé. Mais vraiment. Hein. Comme si j'avais subi un viol. Je me suis dit, mais comment ils osent pénétrer dans mon intimité à ce point-là? Et là, je me suis dit, c'est fini. C'est toxique. C'est là que je me suis rendu compte que c'était toxique. Parce que avant, ils ne pénétraient pas dans ma vie privée. Je menais ma double vie. Je voyais ma famille. Je les aimais. Ils m'aimaient. En retour, ils savaient que j'étais homo, mais que, soi-disant, je ne pratiquais pas. Ils ne savaient pas que je couchais, mais pour eux, j'étais pas grave. J'étais le garçon qui combattait l'homosexualité. Donc, j'étais un saint pour eux, tu vois. Ah oui. Donc, j'étais d'exemple, tu vois. Alors que rien à voir, quoi. Et c'est là que j'ai décidé de
me dissocier des témoins de Jéhovah. Parce qu'il y a un registre aussi comme les catholiques. Hein. Quand tu es baptisé, tu es dans le registre des témoins. Mais je ne voulais même plus que mon nom y figure. Donc j'ai dû écrire une lettre que j'ai envoyée au ciel en disant, voilà, je peux me dissocier des témoins de Jéhovah. Mes parents viennent le lendemain de l'envoi de mon courrier. Et là, ils essayent. Mais non, mais tu dois croire l'esclave fidèle avisé. Donc, l'esclave fidèle avisé, c'est la tête pensante des témoins de Jéhovah. Ça s'appelle comme ça, l'esclave fidèle avisé. Un esclave, tu vois, l'esclave de Dieu qui est fidèle, qui est avisé. Tu dois avoir confiance en eux. Tu te rends pas compte. Et là, je n'ai même pas permis la discussion. Et là, je leur ai dit, écoutez, je dis, j'ai pas envie de me disputer. Mon choix, c'est mon choix. Je dis, vous avez fait votre choix. Toi, maman, t'étais catholique, t'es devenue témoin de Jéhovah. T'as fait ton choix à 30 ans. Ben moi, je le fais maintenant. Toi, papa, pareil. T'étais catholique, t'es devenu témoin de Jéhovah. Et tu te rappelles que tu me racontais que ton père t'a rejeté quand t'es devenu témoin de Jéhovah parce qu'il n'acceptait pas que tu rejettes les catholiques. Tu serais de faire la même chose avec ton fils. Tu serais de reproduire le même schéma que ton père. Donc voilà, maintenant, depuis 3 ans, que je n'ai plus vu mes parents et que je n'ai plus vu ma famille. 3 années passées. C'était Être un homme, un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes de la série ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles pendant l'été 2021. La musique originale est signée David Federman. Clément Berman a réalisé le mixage. La production, elle, a été assurée par Julien Barbier. Merci à Jérôme Casanova, Themba Bébé, Céline Mariage et Philippe Moquel pour l'accompagnement éditorial. Un témoignage, un commentaire ou une expérience à partager, écrivez-nous à l'adresse studio@studiobalado.com. Vous pouvez soutenir le développement d'une 2e saison d'Être un homme via le lien buymeacoffee/être un homme en un mot. Être un homme est une production du Studio Balado, association sans but lucratif, avec le soutien de l'Échevine de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt.